Bonjour tout le monde. On va juste attendre encore une minute ou deux, laisser aux gens un peu de temps pour arriver. Ensuite, on va débuter. All right. Commence à avoir un peu de monde. Je pense qu'on va débuter notre session pour aujourd'hui. Donc, premièrement, bienvenue à tout le monde. Comme les autres sessions Tech Talk, on va essayer de garder ça sous un format très court, en dedans d'une heure, vous laissez un peu de temps. Donc, on va essayer que ça dure entre 30 et 45 minutes. Ensuite, on verra avec les questions. Si vous avez des questions, si vous voulez juste un peu plus d'infos, on apprécierait si vous pouvez utiliser l'option Q&A ou QNR du Zoom, parce que comme ça, on va pouvoir les voir plus facilement. Ça va être plus facile de répondre pour vous. Juste mentionner aussi avant de débuter que les autres sessions qu'on a faites comme celle-ci sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube d'Extreme Networks. On a même déjà une playlist Extreme Canada. Mon nom est Guillaume Touchette. Je suis le SE chez Extreme qui s'occupe du Québec et des Maritimes. Et la session qu'on fait présentement, faut quand même que je donne le crédit à mon collègue Andrew Allen dans la région de Toronto parce que c'est lui qui a fait cette présentation-là premièrement en anglais. Moi, je l'ai juste adapté un peu. Je veux juste être sûr qu'il ait bien son crédit. Et ensuite, pour m'aider avec les questions, si nécessaire, et juste pour se présenter, on a M. Scott Cheval qui est aussi avec nous, qui est le SE, la ressource technique, qui s'occupe des partenaires, des revendeurs. Alors, voici le programme qu'on va suivre dans la session d'aujourd'hui. Premièrement, le but aujourd'hui, c'est vraiment de juste faire une introduction sur le concept de fabrique niveau 2. On va faire de config, on ne va pas parler de switch ou d'équipement. On s'adresse vraiment à ceux d'entre vous qui connaissent bien leur réseautage traditionnel et peut-être même d'autres technologies différentes de fabrique, mais qui ne se sont jamais trempés les mains dans Extreme Campus Fabric. C'est dit, pour ceux qui sont déjà familiers avec ces concepts-là, ça peut être un bon petit refresh de connaissances et même possiblement juste vous donner des idées pour améliorer, simplifier votre infrastructure. Vous êtes quand même les bienvenus. Également, si vous avez des questions. On va présenter, par exemple, la majorité des types de services qu'on peut utiliser. Puis, par expérience, c'est rare les déploiements qui utilisent déjà tous les types de services. Donc, il peut quand même avoir de l'information utile. Alors, l'agenda qu'on va suivre, on va premièrement remonter un petit peu dans le temps, voir d'où vient cette technologie-là, sa raison d'être. On va ensuite voir comment fonctionne un réseau Fabric Connect de vue de haut niveau. Ensuite, on va voir certains cas d'utilisation en entreprise, quelles situations qui se prêtent bien à l'utilisation de Campus Fabric. Et finalement, on va vous donner un peu de lecture de chevet, vous montrer où vous pouvez aller chercher plus d'infos pour continuer votre apprentissage après aujourd'hui. Si on commence par revenir dans le temps un petit peu, il y a quelques années, on va mettre les choses en contexte. Voici un petit aperçu des acquisitions majeures qu'Extreme a faites dans les 10 dernières années. Donc, du point de vue d'Extreme, Campus Fabric, c'est vraiment une technologie qui est arrivée avec l'acquisition d'Avaya en 2017. D'ailleurs, la principale raison, la technologie qu'on voulait aller chercher dans cette acquisition-là. Avant ça, Avaya avait eux-mêmes acquis cette technologie-là du portfolio entreprise de Nortel Networks. Et c'était assez nouveau à ce moment-là. Donc, c'est une solution qui a été principalement développée chez Nortel dans leurs dernières années, mais qui est surtout entrée en production et qui a été déployée dans les années Avaya. Pour parler de l'histoire de notre fabrique, il faut parler un peu de l'histoire d'Ethernet, parce que notre fabrique est complètement basée sur ce protocole-là. Ça ne peut pas être séparé d'Ethernet ou fonctionner sur autre chose parce que ça fait partie d'Ethernet. Ethernet, à la base, c'est un protocole qui a été créé dans les années 70 et qui a été fait pour être simple. C'est d'ailleurs pour ça que ça a gagné la grande guerre des protocoles des années 80, si on veut l'appeler comme ça, contre Token Ring, ArcNet et les autres options qu'il y avait dans ce temps-là. Ce n'est pas parce que c'était le meilleur protocole, mais au contraire, c'est souvent moins efficace, moins robuste que la plupart des autres options, mais c'était cheap. Les cartes, les équipements, le câblage, ça coûtait beaucoup moins cher à déployer et à opérer. Et c'est pour ça que c'est devenu populaire. Mais comme c'était très simple à la base, puis juste conçu pour réunir quelques dizaines de postes, il manquait beaucoup d'éléments. Il y avait beaucoup de problèmes à résoudre pour être en mesure de grossir les réseaux et que ça lui donne la fiabilité nécessaire pour devenir viable comme réseau d'entreprise. Alors, comment l'industrie a réglé ces problèmes-là, ces manquements-là à Ethernet? C'est en ajoutant d'autres protocoles, d'autres couches complètes par-dessus Ethernet. Chaque fois qu'on voulait régler un problème, on ajoutait un protocole. Problème de boucle, gestion des liens, spanning tree, problème d'extensibilité.
Protocole de routage pour avoir plusieurs réseaux Ethernet, ISIS, RIP, OSPF, UDP. Problème de flexibilité pour amener tous ces sous-réseaux-là sur la même infra, 802.1Q, les VLAN. Problème de congestion, déduplication, multicast, etc. Évidemment, à mesure qu'on ajoute des couches, on règle certains problèmes, mais est-ce qu'on rend les choses plus simples? Pas vraiment. Complexifie beaucoup notre solution. Cette complexité-là, ben, ça amène elle-même son propre lot de nouveaux problèmes. Hein? Problèmes d'agilité, de temps de dépannage, de temps de convergence, de formation des ressources. Donc, dans le début des années 2010, il y a eu un effort qui a été fait par un comité de l'IEEE, donc principalement pour les intérêts à base des fournisseurs de services. Dans ce comité-là, il y a des membres qui provenaient un peu partout de l'industrie. Hein. Derrickson, Alcatel-Lucent, Ciena, Nortel-Avaya, évidemment, dépendant des années. Et leur but, c'était de venir mettre à jour, de revamper le protocole Ethernet lui-même pour régler à la source la majorité des problèmes d'Ethernet dans le monde moderne. Et pour ne plus avoir besoin de cette grosse pile-là de protocoles ajoutés et interdépendants. Ce comité-là, ça a abouti en 2012. L'acceptation du standard IEEE 802.1AQ, appelé Shortest Path Bridging, ou SPB. Ça a aussi après été ratifié par l'IETF. Il y a un RFC qui dénote ces technos-là. Donc, évidemment, si vous ne l'avez pas encore deviné à ce point-là, ben, c'est le protocole sur lequel est basé Extreme Campus Fabric. La différence principale aujourd'hui, c'est un réseau traditionnel, puis un réseau qui utilise le standard Shortest Path Bridging, c'est dans la simplicité. Une infra traditionnelle, c'est hiérarchique, avec une dépendance sur chaque couche précédente. Mon routage OSPF ne peut pas démarrer si mon spanning tree est en problème, s'il est encore en démarrage en train de bloquer des liens. PIM ne peut pas élire CDR, ne peut pas monter sur rendez-vous point si la table de routage Unicast n'est pas découverte. Et même la plupart des autres technologies de Fabric dans le marché, de Fabric et de virtualisation comme MPLS, là, dans l'exemple qui est ici, ils dépendent encore de ces couches-là, de leur underlay qu'ils appellent, pour être fonctionnels. C'est facile de voir les problèmes potentiels ici. Hein? La complexité qui s'ajoute dans tout ça peut être sujet évidemment à l'erreur humaine. Ça amène des temps de convergence qui ne sont pas idéaux de tous ces protocoles-là qui attendent les uns après les autres. De l'autre côté, si on combine toutes ces fonctions-là dans un seul protocole, tous les services fournis sont supportés directement par l'infrastructure elle-même. Service niveau 2, nos VLAN, niveau 3, notre routage, multicast, virtualisation, sont tous supportés directement par SPBM. Ils font partie de l'infra et ne sont pas dépendants un de l'autre. Ça rend la mise en service beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas d'interdépendance entre les différents protocoles et ça rend la convergence immédiate parce qu'il y a un protocole d'infrastructure. Donc, de quoi est composé le standard SPBM? C'est quoi les différents morceaux inclus dans ce gros protocole-là? Lorsque SPBM a été défini, on a essayé le plus possible d'utiliser ensemble des fonctions déjà existantes qui avaient fait leur preuve. C'est pour ça qu'il y a probablement plusieurs noms dans la liste qu'on voit que vous reconnaissez. On n'a pas réinventé la roue quand on n'avait pas besoin de le faire. Premièrement, Ethernet n'a jamais eu de couche de contrôle dédiée, de control plane. Ou plutôt, on peut dire que la couche de contrôle, la couche de données était la même. SPBM, lui, a une séparation bien définie entre la couche de contrôle, la couche de données et même une petite couche de monitoring. La couche de contrôle, c'est basé sur ISIS. C'est un protocole de routage très complet qui est encore utilisé aujourd'hui chez les fournisseurs de services. Pour le standard, on en a pris juste une petite partie, juste ce qu'on avait besoin pour faire bien fonctionner notre infrastructure Ethernet, et c'est devenu notre couche de contrôle. C'est ISIS qui gère les liens dans notre fabrique, qui gère les chemins que le trafic emprunte pour rejoindre les autres nœuds. Tout ça est fait à couche 2, au niveau 2, en fait. Donc, c'est une topologie et des tables qui sont entièrement basées sur les adresses MAC. Il n'y a pas d'IP là-dedans. Ensuite, dans notre couche de données, on a une encapsulation qui est faite. Et toute l'encapsulation est faite par Mac et Mac ou PBB, qui est aussi un autre vieux standard qui vient du monde des fournisseurs de services. Encore une fois, on a pris juste ce qu'on avait besoin du protocole existant, Mac et Mac. On va ajouter un en-tête au paquet avec la nouvelle partie extérieure qui est là pour naviguer notre infrastructure. Et les Macs de données, les Macs du paquet original du client, sont toujours existantes dans le paquet et sont conservées d'un bout à l'autre de notre fabrique. Tout notre trafic client est aussi associé à un ISID, un Service Instance Identifier. C'est un terme qui va revenir pas mal. Un numéro de service qu'on peut appeler ça aussi. On va voir plus tard les différentes fonctions qu'on peut associer à un service.
Mais il dit, on a accès à 16 millions de numéros de service dans notre infra SPBM. Ça vient régler notre problème d'extensibilité d'Ethernet. Et dans les fonctions plus avancées, quand on ouvre le capot, on a par exemple RPFC qui est utilisé pour gérer les problèmes de boucle et de chemin asymétriques. Notre gestion du multicast est complètement native dans SPBM puisque c'est déjà comme ça que le trafic est acheminé dans l'infrastructure. Notre QoS, c'est aussi un diffserv très standard qui fonctionne tout aussi bien dans un contexte SPBM que traditionnel. Et c'est ça. C'est donc l'amalgame de tout ça qui compose notre standard SPBM. Aussi inclus là-dedans est la couche de maintenance, de monitoring. Pour ça, on utilise CFM, un autre protocole qui était déjà existant avant chez les fournisseurs de services. Et c'est ça qui nous donne notre visibilité sur notre infrastructure au niveau 2. Parce que dans Internet 1.0, on va dire Ethernet standard, il n'y a jamais eu de fonction de visibilité native. Hein? On pouvait faire un ping, un traceroute, mais ça, c'est des fonctions de niveau 3, pas d'Ethernet. Ça ne donnait aucune info sur l'infra niveau 2 en dessous. Avec CFM, par exemple, ça nous ouvre la porte à des commandes de troubleshooting qu'on appelle, par exemple, les Layer 2 ping, les Layer 2 traceroute. Ça va nous donner des infos pas à pas du chemin qu'on prend dans l'architecture, mais à la couche 2. Donc, toute la liste des MAC par lesquels on passe, donc tout notre chemin à la couche 2, par exemple. Maintenant qu'on a fait une petite explication de base, ce serait un bon moment pour prendre une petite pause. On va faire un petit aparté sur la terminologie. Il y a plusieurs termes qu'on utilise dans le monde Extreme Fabric, souvent de façon interchangeable, et moi le premier à faire ça, mais tous les termes ont quand même leur propre signification. On va essayer de démêler ça un petit peu. Premièrement, tous les termes qu'on voit ici, ceux qui sont en mauve, c'est des termes ou des noms propres à Extreme Networks. Tout ce qui est en noir, c'est des standards de l'industrie. Donc, le sujet d'aujourd'hui de la présentation, c'est Extreme Campus Fabric, donc l'ensemble de nos solutions basées sur une infra SPBM. Ce terme-là, Campus Fabric, c'est relativement nouveau dans le monde Extreme. Ça a surtout été créé pour le différencier d'Extreme IP Fabric, qui sont nos solutions basées sur BGP EVPN et VXLAN. Ensuite, dans le monde Campus Fabric, notre solution d'infrastructure locale. Quand on connecte directement des commutateurs Extreme avec des liens SPBM natifs pour pousser des services, donc la majorité des équipements et des réseaux intérieurs d'entreprise, ça s'appelle Fabric Connect. Fabric Connect, c'est donc le protocole standard SPBM, plus une couple petits ajouts dans les services pour donner des fonctionnalités qui n'existent pas nécessairement dans le standard. Mais ça n'empêche pas de s'intégrer à d'autres solutions basées sur SPBM de d'autres manufacturiers. Il y a quand même des échanges possibles. SPBM, lui, si on vient de le voir, c'est le protocole qui utilise la version simplifiée d'ISIS pour gérer sa topologie, effectuer la gestion des liens, sa couche de contrôle, dans le but d'acheminer à travers le réseau des services, des ICID. C'est tout ce que ça fait. Donc, d'autres mots que vous pouvez voir dans notre documentation, Fabric Extend, ça, c'est une méthode pour étendre notre fabrique SPBM par-dessus un réseau tierce. Ça peut être un réseau routé quelconque, un WAN MPLS, même par-dessus l'Internet, par-dessus un lien cellulaire. On peut encrypter notre fabrique nativement dans un tunnel IPsec ou juste dans du VXLAN au besoin. On peut même permettre la fragmentation. Tout ça, c'est propre à Extreme Networks. Et finalement, il y a aussi Fabric Attach, c'est aussi une extension. Pour l'instant, c'est propre à Extreme, mais ça fait quand même assez longtemps que c'est dans le processus de standardisation. Il y a déjà un draft IEEE pour la technologie Fabric Attach. Et ça permet aux équipements qui ne font pas partie nativement d'une fabrique SPBM de tout de même pouvoir demander et gérer des numéros de service, des ICID. Donc, c'est un outil d'automatisation. On pense par exemple à des points d'accès Wi-Fi qui peuvent assigner directement des services au trafic client sans avoir besoin de passer par des VLAN. Même des commutateurs entiers qui ne font pas partie d'SPBM, mais qui peuvent quand même activer, désactiver des services sur leur lien montant. Bon, en espérant que la petite minute qu'on vient de prendre nous aide un peu à démystifier notre jargon. Le reste de la présentation d'aujourd'hui, c'est pas mal seulement axé sur la portion Fabric Connect. Donc, on ne parlera pas nécessairement des extensions pour l'instant, mais peut-être dans d'autres sessions. Je pense qu'on peut faire une première mini-pause de questions si jamais on en a à date. Je vais jeter un œil. OK, pas de questions pour l'instant. Donc, on va continuer.
Maintenant, on va pouvoir entrer un peu plus en détail sur le fonctionnement d'un réseau Fabric Connect. Comment les nœuds s'interconnectent entre eux, comment on peut offrir des services. Alors, si on regarde comment on monte notre infra, en nous donnant le schéma suivant, un réseau de campus assez standard, on a des cœurs redondants, peut-être 2-3 points de distribution, même des liens redondants entre les cabinets. Est-ce qu'on peut construire cette infra-là, comme vous la voyez, en réseau traditionnel? Ben, oui, tout à fait, mais ça va demander un peu, même un peu pas mal de design. On peut soit travailler avec Spanning Tree pour bloquer des liens, éviter d'avoir des boucles. On peut faire ça pour certains groupes de VLAN, partager la charge, dans des VLAN sur un groupe, d'autres sur l'autre. Ça nous donne une certaine redondance, pas très rapide, un certain balancement de charge qui est manuel. Ou on peut y aller avec un réseau entièrement routé, où chacun des nœuds qu'on voit ici aurait leur propre adressage, leur propre lien de routage. Alors, tous nos liens sont mieux utilisés, mais on est limité par l'adressage qui doit être différent dans chaque nœud. On veut vraiment ramener du niveau 2 là-dedans, bien, ça prend encore une autre couche par-dessus tout ça. Avec un VXLAN, par exemple, ou une autre technologie de virtualisation. Et tout ça va dépendre du routage en dessous, qu'il faut quand même tout faire manuellement. Dans un monde SPBM ou Fabric Connect, cette partie-là est assez différente. Chaque nœud va rouler une instance d'ISIS. Donc, en se connectant à l'infrastructure, ISIS va détecter immédiatement ses voisins, va recevoir d'eux l'information complète sur l'infrastructure. Chaque nœud est au courant de l'existence de tous les autres nœuds dans notre fabrique. Chaque nœud sait aussi quels services sont disponibles dans tous les autres nœuds. Et chaque nœud est donc capable de calculer lui-même son ou même ses meilleurs chemins pour atteindre chaque autre nœud. Il n'y a pas de concept de boucle ou de loop en Fabric Connect, juste d'autres chemins disponibles. Le calcul, d'ailleurs, du meilleur chemin, ça se fait par l'algorithme de Dijkstra qu'on appelle, si ça vous intéresse de rechercher ça. Mais ça prend en compte non seulement le nombre de sauts, mais aussi le poids de chacun. Il y a des métriques, il y a des coûts avec lesquels on peut jouer pour modeler notre trafic au besoin. Ces liens-là entre les nœuds de notre fabrique, on les appelle généralement NNI, Network Interface, pour ajouter encore un autre terme. Tous ces interfaces-là ont exactement la même config. Tout ce qu'on a à faire pour bâtir notre infrastructure, c'est désigner certains ports comme étant des ports NNI. Et même encore là, dans les dernières versions de notre fabrique, tout ça est détecté automatiquement. On se rappelle aussi que notre infra n'a pas besoin d'IP pour être fonctionnel. C'est une extension d'Ethernet. Tout fonctionne à couche 2. Évidemment, on va venir ajouter divers services IP ensuite, parce que ça reste quand même comme ça qu'on communique avec l'extérieur, avec tout le réseautage traditionnel. Mais pour avoir une topologie de commutation complète, on n'a pas besoin d'aucun IP. On avait un commutateur ici qui termine aucun service externe, aucun PC par exemple. Ce commutateur-là n'aurait pas besoin d'avoir une adresse IP quelconque pour pouvoir faire son travail correctement. Donc là, rendu ici, on a bâti notre fabrique. Ça, c'est notre couche de contrôle avec ISIS. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va parler des différents services qu'on peut acheminer sur notre réseau. La couche de données, la couche client, notre data plane en bon français. Au final, ben, c'est tout ce que notre ISIS va faire. Il achemine des services, des ISID sur le réseau, là où ils ont besoin d'aller. Peu importe à quoi est rattaché le service ou qu'est-ce qu'il désigne. Donc, un des services les plus communs, les plus simples qu'on utilise toujours pour comprendre le fonctionnement de Fabric Connect ou du protocole SPBM, c'est l'extension niveau 2. On veut étendre un VLAN en deux endroits sur notre réseau, un domaine de broadcast. Donc, si on est dans un réseau traditionnel, qu'on veut joindre notre VLAN 20 à notre VLAN 20 ici, alors qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire? Bon, on connaît bien notre recette traditionnelle. Hein? Il faut créer le VLAN aux 2 points. Il faut le taguer sur les ports-là, sur le port-là, le créer ici, le taguer. Même chose, si on veut des chemins redondants, il faut taguer tout ça. On vient configurer tout ça. Dans un réseau Fabric Connect, par contre, on définit notre VLAN seulement à la périphérie, là où on en a besoin. Aucun changement à apporter sur nos liens NNI ou sur notre dorsale. Tout ce qu'on a besoin de faire pour étendre notre VLAN entre ici et là-bas, c'est de lui assigner un de nos 16 millions de Service Identifiers, un ISID. Donc, une ligne de commande ou un clic, on assigne à notre VLAN un ISID. Et ensuite, c'est ISIS qui s'occupe du reste. Lui, il sait comment faire bouger des ISID, des services, pardon. Il sait quels nœuds en ont besoin. Et c'est ISIS qui s'occupe de ça.
te rappelle que dans Fabric Connect, tous les nœuds sont au courant de tous les services disponibles dans les autres nœuds. Donc, moi, quand je viens de créer un nouveau service, en étant un service existant dans un des nœuds, ISIS va l'annoncer au restant de notre fabrique. Ensuite, ISIS toujours connaît déjà les meilleurs chemins pour se rendre vers les autres nœuds. Donc, il est déjà prêt à acheminer le trafic. Si le chemin change, on perd un nœud, on perd un lien, notre temps de convergence pour prendre un autre chemin, généralement entre 10 et 250 millisecondes. Et juste comme ça, on a étendu un VLAN, un domaine de broadcast sur notre réseau en lui assignant un numéro de service. Ensuite, c'est bien beau d'être dans le même VLAN, mais il faut parler au monde extérieur également. Il faut que notre trafic client puisse être routé. Donc, on va ajouter un autre type de service qui va main dans la main avec les VLAN, les Layer 2 VSN. Et ce service-là, on le nomme IP Shortcuts. Bien, on a étendu notre VLAN 20. On a aussi créé notre VLAN 30 dans un autre lieu pour d'autres clients, peu importe la raison. Notre VLAN 30 dans l'exemple, pour qu'ils puissent communiquer ensemble pour pouvoir router de un à l'autre. Et on a créé nos interfaces IP, nos défauts gateway pour nos VLAN, dans peu importe quel nœud on veut le router. C'est à notre choix. Ensuite, pour l'annoncer au restant de notre fabrique, on a déjà un protocole de routage natif qui existe. On a déjà ISIS. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'activer globalement notre fonction IP Shortcut. Ça prend une commande par nœud. Et on utilise ISIS pour partager toutes nos routes locales. Et même les autres qu'on a choisi de partager également. Donc, entre tous nos nœuds qui participent au IP Shortcut. Dans ce cas, comme on travaille dans une fabrique niveau 2, notre table de routage va être un petit peu différente quand on regarde dans un nœud. Au lieu d'avoir un next stop qui va être une adresse IP de destination, notre next stop, ça va être un identifiant ISIS du nœud dans lequel on doit se rendre au bout. Pour partager notre routage dans toute notre fabrique, on a besoin d'une commande, activer IP Shortcut, et on bénéficie des avantages de l'ISIS qui est déjà existant. Donc, convergence en dedans d'une seconde, connaissance de tous les nœuds. On peut même rajouter du ECMP qui est compatible avec notre fabrique si on veut pouvoir utiliser plusieurs chemins actifs en même temps, tant qu'ils ont le même coût. Donc, alors, sur notre fabrique, on a créé nos VLAN locaux pour nos usagers. On route entre eux. On a probablement ajouté quelques routes de sortie également, toujours nécessaire. Et tout ça dans ce qui est essentiellement le GRT, le VRF 0, notre table de routage principale. Et si on a vraiment besoin d'une infrastructure IP plus complète, plus segmentée, dans le monde traditionnel, on va généralement devoir travailler avec des VRF, des Virtual Router Forwarding. On va créer des instances de routage séparées sur les mêmes routeurs et ensuite assigner des interfaces, soit des VLAN ou des ports, à une ou l'autre des instances de routage. Une des raisons pour laquelle ce n'est pas beaucoup utilisé dans le monde traditionnel, c'est que d'avoir plusieurs VRF, ça vient rapidement rendre ton réseau très lourd et très complexe. Il faut juste s'imaginer, dans le petit réseau d'exemples qu'on a là, pour étendre 3 ou 4 VRF, ça prendrait 3 ou 4 réseaux routés complets, avec chacun leur propre adressage, chacun leur propre nœud et leur propre lien OSPF complet entre tous les nœuds. Le concept des VRF, ça existe aussi dans Fabric Connect. Mais par contre, la grosse différence, c'est que même si le résultat final est très similaire, séparer nos instances de routage, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à déployer et à utiliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun de ce travail-là d'architecture sous-jacente à répéter d'un VRF à l'autre. On n'a pas à rouler 3, 4, 12 instances d'ISIS sur le même réseau. Notre infrastructure n'est pas IP. Ce qu'on a à faire pour déployer des nouveaux VRF à la grandeur de notre fabrique, c'est de leur assigner à chacun, encore une fois, un numéro de service. Ces services-là, on les appelle les Layer 3 VSN. Donc, en pratique, comment ça fonctionne? C'est que dans tous les nœuds qui vont avoir des interfaces, VLAN, port, autres, qui font partie d'un VRF, on n'a qu'à créer notre VRF localement, lui assigner son numéro de service. Et comme dans l'exemple ici, on a 2 endroits des VLAN différents, mais qui doivent communiquer ensemble, font partie du même VRF, mais avec rien d'autre, par IP. Donc, on a seulement à créer, assigner notre VRF, notre Layer 3 VSN, à ces 2 endroits-là. Et il n'y a rien d'autre à faire pour notre couche de contrôle, notre ISIS. On n'a aucune modification à faire ici. Ça, le multicast.
Si vous gérez, si vous travaillez souvent avec un réseau PIM, je suis sûr que c'est votre protocole préféré à dépanner. Hein. PIM, ça a toujours été un peu compliqué à mettre en place. Ça utilise beaucoup de CPU sur les équipements. C'est long à converger, surtout parce que ça dépend de toute l'infrastructure en dessous. Ça dépend de ta table de routage unicast. Ah, bonne nouvelle dans ce cas-ci, c'est que le trafic multicast est géré nativement dans Fabric Connect. Pas besoin d'aucun concept de routage du multicast, juste la détection des senders et des receivers. Et pour ça, on utilise IGMP, le bon vieux protocole multicast de niveau 2. Donc, le fonctionnement, quand un nœud détecte avec IGMP un nouveau flux multicast, un nouveau sender, il va automatiquement assigner à ce flux-là, techniquement à l'adresse multicast, l'adresse IP multicast, il va y assigner un numéro de service. Donc, il y a une plage de numéros de service réservés dans nos 16 millions pour ces flux multicast-là. Et comme avec tous les autres services, ISIS annonce que ce nœud-là fait partie de ce service-là. Et particularité, par contre, ce service-là correspond à telle adresse multicast, comme dans notre exemple à 239.0010. Ensuite, si on a un client, un receiver qui essaie de se joindre au flux, n'importe où dans notre fabrique, encore une fois, ça c'est détecté par IGMP, mais le nœud sait déjà que cette adresse multicast-là correspond à tel numéro de service parce que tous les nœuds sont au courant de tous les services. Il va pouvoir joindre le service. Donc, le trafic va être envoyé par ISIS exactement de la même façon qu'avec tous les autres services. Et un point important, c'est que comme on utilise IGMP pour la détection des flux, pour les senders, les receivers, ils ne sont pas obligés d'être directement connectés à un nœud fabrique non plus. Il peut très bien y avoir une ou plusieurs switches niveau 2 entre le nœud fabrique et le receiver ou le sender. Tant qu'on roule IGMP, que IGMP snooping est bien configuré entre les deux, ça va être fonctionnel. En travaillant de cette façon-là, en plus d'être beaucoup plus simple à configurer, à gérer, bien, notre temps de convergence du trafic multicast va être en fait le même temps de convergence que tout le reste de notre réseau. Hein. On parle au pire des pires en secondes. La gestion du multicast, donc en plus de toute notre hyper-segmentation, c'est une des raisons principales pourquoi plusieurs des gros casinos de Vegas, par exemple, plusieurs centrales nucléaires hein, qui ont des réseaux de caméras IP quand même assez impressionnants, utilisent Extreme Fabric. Service additionnel. On va juste rapidement, en quelques minutes, juste vous montrer quelques-uns des autres services avancés qu'on peut mettre en place dans Fabric Connect. Donc, le but, ce n'est pas d'expliquer leur fonctionnement pour ceux-ci, juste de vous donner une petite idée de ce qui est possible de faire, de comment on résout des problèmes dans notre monde Fabric. C'est juste des outils de plus dans notre boîte à outils Fabric Connect. Donc, avec un VIST, ou la fonction plus globale de switch clustering, certains autres manufacturiers appellent MLAG, MCLAG, des fois, juste pour vous placer, ben, autant on est bien dans notre petit monde Fabric, autant éventuellement, il faut parler aux autres. Se connecter à des switches traditionnels, il faut se connecter à des serveurs. À l'intérieur de Fabric Connect, on a la possibilité de définir des paires d'agrégation pour offrir une redondance niveau 2. Des particularités de notre implémentation, c'est que comme la synchro de la paire se fait directement à travers SPBM, ben, les deux nœuds qui y participent n'ont pas nécessairement besoin d'être directement connectés. Tant qu'ils font partie de la même fabrique, tant qu'il y a au moins un chemin disponible entre les deux, la synchronisation des MAC va avoir. Du même point de vue de redondance, donc de liens et de gateway, on a Distributed Virtual Routing, DVR. Le but principal de DVR, c'est de rendre Fabric Connect comme une solution viable pour les centres de données. Un petit et moyen centre de données, c'est une fonctionnalité qui permet à tous les nœuds membres, donc en général, ce qu'on va appeler les leafs dans les designs plus normaux de centres de données. Donc, ça va permettre aux leafs de router tous les mêmes interfaces IP, généralement les défauts gateway DVR. On optimise beaucoup le trafic S-Ouest. On s'assure de jamais avoir à faire d'effet trombone à cause du routage. On obtient un résultat en fait qui est similaire à d'autres technologies comme Anycast, par exemple, qu'on peut connaître dans d'autres solutions de centres de données. Et tant qu'on fait partie de la même fabrique, qui peut d'ailleurs être étendue partout dans le monde avec Fabric Extend, on peut router ces mêmes adresses-là dans plusieurs centres de données en même temps au besoin. On pense par exemple à des solutions de vMotion d'un centre de données à l'autre pour les redondances. Absolument aucun problème
dans le monde Fabric Connect, d'en arriver là. Continuer notre petite ronde éclair. On peut faire une petite note sur Fabric RSpan. Ça, c'est un outil qui est autant de dépannage que de sécurité. On a déjà la possibilité dans SPBM de faire parvenir efficacement le même trafic à plusieurs endroits au besoin. Pourquoi pas étendre ça à notre trafic miroir? Quand on crée un Fabric RSpan, notre source, peu importe où dans notre Fabric, ça peut être un port, ça peut être du trafic qui est défini par un ACL. On y attache, comme toujours, un numéro de service. Encore une fois, qui fait ce trafic-là peut être répliqué n'importe où dans notre réseau SPBM et même à plusieurs endroits en même temps. Donc, c'est un outil qui a autant de débogage, autant qu'il va permettre à un technicien d'aller chercher n'importe quel réseau, n'importe quel trafic, sur son réseau et le ramener jusqu'à son poste. C'est un outil de monitoring pour des solutions de détection d'intrusion, d'enregistrement, par exemple. Et finalement, quelques autres types de services de UNI, de User Network Interface, juste d'autres concepts auxquels on peut attacher un ICID, un service. D'autres outils qui nous permettent d'être plus efficaces dans notre gestion du réseau. Donc, notre UNI de base, notre User Network Interface de base, le plus commun, on l'a vu, c'est le Layer 2 VSN, le VLAN. On attache un service à un VLAN, simplement. Parfait, ça répond à plein de besoins. On peut monter la plupart de l'infra qu'on a besoin. Mais pourquoi je ne pourrais pas assigner ce service-là directement à autre chose? Juste à un tag, par exemple. Dans nos CVLAN ou nos switch UNI, c'est deux variations sur le même thème. On ne va pas entrer dans ces détails-là, mais c'est une des raisons pourquoi je voudrais assigner mon service directement sur un port avec un tag précis. Pourquoi je voudrais faire ça? C'est pour l'automatisation. Je fais du 802.1x sur mon réseau, sur tous mes ports clients. Mon serveur Radius me retourne un VLAN basé sur l'utilisateur avec un attribut. Le VLAN n'existe pas à ce moment-là sur ce nœud. Oui, je peux rentrer tous les attributs nécessaires pour créer le VLAN temporairement, ensuite le mapper sur le port avec tous les paramètres nécessaires. Et je peux faire ça par Radius, lui assigner son L2VSN. Mais pourquoi je ne pourrais pas juste bypasser cette partie-là, prendre l'attribut du numéro de service nécessaire puis assigner ça directement sur le port? Et ça devient beaucoup plus simple d'automatiser nos services de cette façon. Même résultat au final, juste plus simple. Un autre outil bien utile, Transparent UNI. Pourquoi je ne pourrais pas assigner un numéro de service à un port physique sur un de mes nœuds, peu importe ce qui est connecté dessus? Ensuite, je vais juste répliquer ce trafic-là n'importe où dans ma fabrique. Vous pouvez devenir, en d'autres mots, votre propre petit fournisseur de services. Vous pouvez offrir des LAN extensions à des organisations externes, par exemple, qui auraient besoin de passer sur votre réseau ou à d'autres situations où tu n'es pas intéressé à voir ce qui passe. Tant que c'est du trafic Ethernet, ça va être répliqué à tous les autres points où ce service-là existe. Et eux, ils peuvent ensuite passer tout ce qu'ils veulent sur le lien. Des VLAN, un réseau routé, FCOI, du MPLS. Tant que c'est Ethernet, il peut même y avoir des overlaps d'adresses IP entre votre propre réseau et le réseau que votre client connecte d'un bout à l'autre. Mais il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on fait, c'est répliquer le trafic. Vous faites juste donner 2 points ou plus de connexion et on réplique. Et finalement, je suis aussi mentionné qu'on a une solution de private VLAN de A3. On supporte, on peut étendre sur notre fabrique des private VLAN, donc des VLAN où les utilisateurs ne peuvent pas communiquer entre eux, peuvent juste communiquer avec l'extérieur pour du trafic invité, par exemple. Juste un autre bon outil de sécurité, de segmentation. Encore une fois, le but de vous présenter ces outils-là aussi rapidement sans expliquer plus, ce n'est pas nécessairement que vous compreniez parfaitement leur fonctionnement tout de suite, juste de vous donner une idée globale de leur fonction et que vous soyez prêt à poser les bonnes questions quand vous aurez un problème à régler. Au moins, vous savez que ça existe. Et avant de continuer, est-ce qu'on a une question ou deux? Toujours pas. On peut continuer. L'application de Fabric Connect dans le vrai monde. En quelle situation est-ce que c'est un bon choix technologique pour régler nos problèmes, pour atteindre nos buts? Quand est-ce que c'est la bonne solution? Ben déjà, au niveau de la topologie réseau, où est-ce que je déploie ça, Fabric Connect? Est-ce que mon réseau est-ce que c'est trop petit pour que ça vaille la peine? Est-ce que c'est trop gros pour pouvoir prendre cette infra-là? Ben, parce que c'est de l'Ethernet, parce que c'est basé sur le standard, c'est une technologie qui peut être déployée n'importe où aujourd'hui à travers un réseau existant.
Oui, le campus standard avec son cœur, sa distribution, ses salles de câblage. Mais on a aussi les outils nécessaires pour que ce soit une bonne solution de centre de données, on l'a déjà vu, pour pouvoir étendre notre fabrique sur un WAN pour l'encrypter à travers l'Internet, même par-dessus un modem cellulaire, par exemple, avec Fabric Extend. On a déjà déployé des fabriques de un nœud, une switch. Pourquoi? Pour le routage multicast, par exemple. Ou des fois de 2 nœuds seulement, notre fabrique, pour avoir un cœur redondant avec VIST. Et à l'autre extrême, avec la possibilité maintenant de connecter plusieurs areas d'SPBM ensemble, il n'y a plus vraiment de limite au nombre de nœuds possibles. On a déjà des déploiements dans les milliers de nœuds. La forme de notre topologie, comment on doit interconnecter les nœuds, peu importe. On utilise tous les liens auxquels on a accès. On laisse ISIS faire son travail. Évidemment, à un moment donné, il faut s'interfacer à des réseaux plus traditionnels, à d'autres protocoles. C'est pour ça qu'on a les outils pour pouvoir redistribuer dans notre ISIS l'info qui provient de d'autres protocoles. Et en même temps, de l'autre côté, d'informer ces protocoles-là de tout ce qu'il y a disponible dans notre fabrique. Hein. Donc, on peut nativement s'amarrer sur des réseaux statiques, évidemment, mais aussi OSPF, BGP et même des réseaux PIM. Notre multicast fabrique peut quand même s'interfacer à du multicast PIM quand c'est nécessaire. Parlant de multicast, la gestion du multicast, c'est une des plus grosses différences pour ceux qui sont nouveaux à Fabric Connect. Hein. On part d'un des aspects qui est dans les plus complexes de la gestion d'un réseau traditionnel. Et en monde Fabric, ça devient un des aspects les plus simples à gérer. On peut offrir d'utiliser notre infrastructure à des tierces parties, de la même façon que le fait un fournisseur de services, sans qu'eux aient une quelconque visibilité sur notre réseau avec les Transparent UNI. Et finalement, le fait qu'on configure tous nos services en périphérie seulement, ça simplifie beaucoup nos efforts d'automatisation que beaucoup d'organisations mettent en place aujourd'hui depuis plusieurs années. Tout ce qu'on doit pousser, soit par Radius, par API, peu importe la méthode qu'on utilise, c'est local au nœud seulement où on le pousse. Donc, créer des nouveaux services automatiquement, c'est super simple parce qu'on n'a pas le reste de l'infrastructure à provisionner en temps. L'aspect sécuritaire, c'est aussi une excellente raison de choisir Fabric Connect. Une des raisons principales, c'est sa furtivité. On veut dire par là, c'est qu'un paquet qui traverse un réseau SPBM n'est jamais modifié d'un bout à l'autre. Il y a seulement une en-tête qui est ajoutée à l'entrée de la fabrique et qui est enlevée à la sortie. C'est ça qui vient complètement isoler nos services et qui ne donne aucune visibilité aux usagers sur notre topologie. Par exemple, un usager qui fait un trace route sur un réseau fabrique, sur son trajet pour se rendre à une autre machine dans un autre segment de la fabrique, va toujours voir le même résultat, un hop. Il n'y a aucun IP dans l'infrastructure elle-même, peu importe le nombre de nœuds traversés, même par-dessus un réseau WAN, Fabric Extend, même dans un autre VRF, tant qu'on reste dans notre domaine SPBM. D'ailleurs, c'est cet aspect-là de l'hypersegmentation d'SPBM qui n'a toujours pas été percé, qui n'a toujours pas été brisé. Si vous vous sentez prêt pour le challenge, d'ailleurs, on a un bounty qui était aux dernières nouvelles, c'était rendu plus de 10 000 peut-être plus aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait capable de briser le protocole. On présente ça au Hackathon depuis maintenant au-dessus de 10 ans et à date, ça n'a toujours pas été brisé. Donc, d'autres aspects qui viennent améliorer notre posture de sécurité. Et comme nos services sont configurés seulement aux extrémités, ben, c'est très facile de seulement les créer quand on en a besoin et de les détruire ensuite. Ça, en général, ça vient main dans la main avec les projets d'automatisation. Hein. Comme ça, les seuls services qui existent dans les nœuds sont ceux qui sont présentement utilisés. Rien d'autre. On peut même ajouter les private VLAN, hein, l'utilisation des VRF dans le design réseau. Ce n'est pas nécessairement des nouvelles technologies. Ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas faire dans d'autres situations, dans un réseau traditionnel, mais c'est compliqué à mettre en place et c'est lourd. Donc, du coup, c'est rarement utilisé. Et dans un réseau Fabric Connect, c'est pas plus compliqué que de déployer tous les autres types de services. Donc, pourquoi s'en priver? Et une des citations qu'on voit sur notre site client, c'est que Campus Fabric, c'est le secret le mieux gardé de l'industrie. Mais c'est pas une bonne chose, en fait. Hein? C'est pour régler ça qu'on est là aujourd'hui. Ça fait maintenant 10 ans qu'on déploie des réseaux Extreme Fabric, et même un peu plus avant que ce soit ratifié comme standard.
On a au-dessus de 10 000 vrais déploiements dans le monde entier, dans presque tous les secteurs d'activité. Et pratiquement tout le monde a quelque chose à gagner en se basant sur une infra qui fait partie d'Ethernet en tant que tel. Ne serait-ce que de simplifier la vie, hein, de passer moins de temps à penser à son réseau et plus de temps à l'utiliser. Si tout ça, c'est nouveau pour vous en passant, vous seriez intéressé en discuter avec des gens qui ont déjà déployé cette technologie-là, pas juste à nous. Ils l'utilisent à tous les jours depuis plusieurs années. Vous pouvez nous contacter, votre équipe locale d'Extreme, en général moi pour la plupart des gens ici. On peut vous mettre en contact, nous, avec des gens de votre secteur d'activité même, très probablement ici même au Québec ou au Canada. Comme c'est une technologie qui a été développée ici en bonne partie, hein, dans les années Nortel, on a certains des plus vieux déploiements de Fabric Connect dans le monde qui sont dans notre cour arrière et qui sont toujours en fonction, même après 2-3 rafraîchissements d'équipement. Quelques petits points pour résumer Extreme Campus Fabric, une technologie qui est basée sur un standard, une norme de l'IEEE et de l'IETF. C'est simplement une extension du protocole Ethernet. Maintenant, plus de 10 ans qu'on déploie cette technologie-là dans des vrais réseaux de production, dont beaucoup les plus vieux ici au Canada. En passant, le protocole de la fabrique elle-même, SPBM et ISIS, ça n'a pas changé du tout, hein, depuis les débuts, depuis que ça a été ratifié. Tous les nouveaux ajouts qu'on fait dans notre code, les nouveaux features, c'est principalement soit des nouveaux types de services ou des additions du côté des ports clients, par exemple. Donc, ça veut dire que si on prend une switch Fabric Connect de 2012 avec du software de 2012, il n'y a pas de raison pourquoi elle ne pourrait pas encore se joindre à une nouvelle fabrique d'aujourd'hui flambant neuve et pousser des services sans problème. C'est ça que ça amène d'être basé sur un standard, ça t'assure un haut niveau de compatibilité, autant dans le temps qu'entre les équipements. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais si vous vous demandez quel type d'équipement supporte ces technologies-là chez Extreme, si vous allez sur notre site, par exemple, c'est facile, c'est tous les commutateurs de la série universelle ou de la série VSP. Là-dedans, on part de petits commutateurs d'entrée de gamme, 16-24 ports. On va jusqu'à des cœurs de réseau d'agrégation avec 32 ports de 100 gigs. C'est une gamme très large d'équipements. Et finalement, une couple de ressources additionnelles. Un peu de lecture de chevet pour vous. Il y a une tonne de lectures disponibles sur le sujet, hein, autant sur le protocole lui-même, donc pas nécessairement axé sur Extreme Networks, que sur l'implémentation qu'Extreme en font. Par contre, la prochaine étape pour quelqu'un qui est un peu technique, mais qui veut comprendre un peu mieux comment fonctionne Fabric Connect, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les paquets quand ça traverse un réseau? Comment l'implémenter? Moi, je recommande vraiment comme prochaine étape d'aller sur YouTube, sur la chaîne Extreme Networks, et d'écouter le Welcome Series sur Fabric Connect. Ça dure peut-être 2-3 heures au total en plusieurs épisodes. Donc, ils ont le temps d'aller plus en détail sur le protocole, sur son fonctionnement. C'est nouveau, c'est récent, donc le contenu est à jour et c'est très bien tourné, c'est très professionnel et très engagé. Donc, ce serait la prochaine étape avant d'entrer dans une vraie formation spécifique où on commence vraiment à choisir de déployer des équipements et à apprendre à monter un réseau Fabric Connect. Sur ça, notre webinaire tire à sa fin. On va faire une dernière tournée de questions si vous voulez, avant de vous quitter. On a 45 minutes, donc est parfaitement dans les temps. Moi, je vais rester encore quelques minutes. Il n'y a toujours pas de questions. Sinon, juste mentionner aussi d'autres ressources qui sont disponibles s'il y a des projets qui se font par rapport à Fabric Connect ou pour les ressources vraiment techniques qui veulent en savoir plus. On roule souvent ce qu'on appelle des workshops. Ça dure une demi-journée, une journée complète. Des fois, les modules avancés un peu plus longs. Souvent, c'est donné par mon collègue qui est ici sur l'appel, par Scott Cheval. On fait ça souvent localement dans les villes et on a des labs remote. Donc, c'est des workshops où vous avez vraiment contrôle de certains équipements. Vous pouvez vraiment mettre en place Fabric Connect. En général, c'est ce qui aide les gens vraiment à ce que le concept clique, hein, à changer notre façon de penser à faire le réseau et d'un peu plus voir les avantages. On dit depuis le début qu'on déploie ça. Ça fait 10 ans qu'on dit ça et c'est toujours vrai. C'est que la plupart du monde, même si c'est une généralisation, ça prend 3 fois. Il faut se le faire présenter 3 fois avant de vraiment comprendre Fabric Connect et de voir les avantages. Donc aujourd'hui, en 45 minutes, on a fait la première fois.
Si vous allez voir le Welcome Series, on va probablement pouvoir considérer ça comme la deuxième. Et si jamais on passe pour un workshop dans votre coin, si vous pouvez participer à un workshop qui soit virtuel ou sur place et vraiment vous mettre les mains dans les équipements, en général, après ça, on parle à des convertis. Enfin, il n'y a toujours pas de questions. Alors, je voudrais vous remercier de vous être joint à nous aujourd'hui. Si vous aimeriez réviser certaines parties de la présentation, la partager à vos collègues, bien, ça devrait être en ligne sur la chaîne YouTube d'Extreme d'ici environ une semaine en général. Sinon, si vous avez d'autres questions, bien, votre équipe locale d'Extreme est là pour vous. Ouais, pour tout le monde ici, en fait, donc pour tout le monde au Québec, dans les maritimes. C'est votre équipe locale, en fait, c'est moi pour l'aspect technique et M. Pierre Haché, directeur de compte. Sir Cheval, quelque chose à ajouter? Non, c'est correct, c'est très bien, monsieur. Parfait. Alors, dans ce cas, on va vous laisser le restant de l'heure pour vous remettre et on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.